L'affrontement entre la Chine et les États-Unis est tous azimuts. Il y a le volet technologique avec la bataille sur les semi-conducteurs, les Américains cherchant à empêcher les Chinois d'acquérir les dernières technologies. Il y a le volet commercial avec les tentatives d'exclusion des marchés occidentaux de Huawei et maintenant de TikTok. Il y a le volet militaire avec les frottements en mer de Chine et la destruction des ballons chinois qui avaient survolé les États-Unis. Il y a bien sûr le volet idéologique avec les affrontements sur les droits de l'homme. Mais il y a aussi, et on pourrait même dire surtout, le volet financier et monétaire. La Chine conteste la suprématie du dollar et elle multiplie les accords avec certains de ses partenaires commerciaux pour se passer de la devise américaine et libeller leurs échanges en yuan ou, en vertu d'accords de swap, dans les monnaies respectives des deux pays. Depuis 1945, le dollar est la principale monnaie de réserve mondiale. C'est une valeur refuge, une valeur universellement reconnue, puisque dans les contrées les plus reculées du monde, on connaît et on accepte le billet vert. Ce qui n'est le cas pour aucune autre monnaie. Le dollar s'appuie sur la puissance économique et militaire des États-Unis. Toutes les statistiques mondiales se font en dollars, tout comme les cotations des matières premières, à commencer par le pétrole. La plupart des échanges commerciaux entre pays utilisent le dollar, et des dollars abondamment émis par la Réserve fédérale américaine. Ce privilège monétaire a permis aux États-Unis de financer ses aventures militaires à l'extérieur, du Vietnam à l'Irak, en passant par l'Afghanistan. Il lui a permis de vivre à crédit, d'accumuler les déficits budgétaires et un endettement qui atteint près de 100% du PIB. Plus que jamais, pour reprendre le propos du secrétaire au Trésor de Richard Nixon qui répondait aux récriminations des Européens en 1971, le dollar, c'est notre monnaie et c'est votre problème. Tous ceux qui ont essayé de contester la suprématie du dollar se sont cassés les dents. Ce fut le cas du Japon dans les années 80, qui aurait bien vu le yen jouer un rôle mondial et qui fut forcé d'aller à Canossa et de réévaluer sa monnaie de 100%. Quant à l'euro, il n'a vu le jour qu'avec la bénédiction des autorités américaines. Pour celle-ci, l'euro est un marque élargi. C'est la monnaie intérieure de l'espace européen, mais elle n'a pas vocation à être un concurrent du dollar. Sa part dans les réserves des banques centrales stagne autour de 20% contre 60% pour le dollar. Le Japon et l'Europe étant rentrés dans le rang, on pensait le règne du dollar définitivement assuré. Mais c'était compté sans les ambitions de la Chine. Dans sa longue marche pour reconquérir la place qu'elle estime lui être due dans l'économie mondiale, en l'occurrence la première, la Chine conteste le monopole du dollar et mise sur le multilatéralisme. La volonté de faire du yuan une monnaie internationale était déjà présente chez les dirigeants chinois bien avant l'arrivée de Xi Jinping en 2012. Des accords de swap avaient été conclus avec l'Argentine et les dirigeants chinois militaient au sein des BRICS pour un détachement progressif du dollar. En 2012, coup de tonnerre. La Chine et le Japon signent un accord spectaculaire. Les deux pays s'engagent à libeller une part croissante de leurs échanges bilatéraux dans leurs monnaies respectives, le yuan et le yen, et ce, à la place du dollar. Un second volet prévoit que les institutions financières japonaises pourront acheter des bons du trésor chinois émis en yuan. Alors, la réaction n'a pas tardé. Le gouvernement centriste japonais est remplacé par Shinzo Abe, qui incarne la droite nationaliste nippone très anti-chinoise. Et Shinzo Abe ne peut rien refuser aux Américains. Il vire le gouverneur de la Banque du Japon et l'accord qui venait d'être signé avec la Chine ne sera jamais appliqué. C'est un coup d'arrêt à l'internationalisation du yuan. La porte japonaise étant fermée, Pékin va alors miser sur ses routes de la soie pour accroître son influence monétaire. Les Chinois prêtent massivement aux pays concernés par cette route, notamment pour développer leurs infrastructures. Ces prêts s'étendent à tout le continent africain et à l'Amérique du Sud. Ce sont au total, sur une douzaine d'années, l'équivalent de 900 milliards de dollars qui seront ainsi prêtés par la Chine à 151 pays. Des prêts libellés en yuan, ce qui implique des accords réciproques entre les banques centrales et développe ainsi l'usage de la monnaie chinoise. Du Pakistan à l'Argentine, en passant par la Turquie et le Kenya, l'influence du yuan a donc grandi. Pour les pays les plus pauvres, un cercle vicieux s'est pourtant installé. Avec les prêts chinois qui portent intérêt, ces pays deviennent surendettés et les investissements dans les infrastructures n'offrent pas toujours le retour économique espéré. Résultat, ces pays sont au bord de la faillite et la Chine les rend flous, devenant ainsi leur prêteur en dernier ressort.
un rôle que jouaient jusqu'alors le FMI et les États-Unis. Alors pendant le Covid, le phénomène s'est accentué et la guerre en Ukraine va jouer un rôle d'accélérateur. Plusieurs facteurs vont se conjuguer pour accentuer la défiance du reste du monde à l'égard du dollar. Les sanctions contre la Russie, qui s'ajoutent à celles contre d'autres pays, inquiètent les dirigeants de nombreux pays du tiers-monde. Ne risquent-ils pas, au nom de l'extraterritorialité du droit américain, d'être des victimes collatérales s'ils utilisent le dollar pour commercer avec des pays sous sanctions? Le gel, le blocage des 300 milliards de dollars de réserves russes que détenaient les banques centrales occidentales et leur système bancaire ont fait réfléchir les BRICS et bien d'autres pays. Ne risquent-ils pas, eux aussi, un jour, de se voir confisquer leurs réserves? Le soutien financier massif à l'Ukraine, notamment des États-Unis, et se fait en partie au détriment des prêts aux pays les plus pauvres. Enfin, la hausse des taux d'intérêt et les faillites bancaires aux États-Unis, et celles du Crédit Suisse et les alertes sur la Deutsche Bank, ont inquiété les financiers du reste du monde. Le système financier occidental est-il si solide que cela? Résultat, la Chine s'est engouffrée dans la brèche. La Russie a basculé dans son orbite et lors de la dernière visite de Xi Jinping à Moscou, Vladimir Poutine s'est engagé à adopter le yuan non seulement pour ses échanges avec la Chine, mais aussi pour les paiements entre la Russie et les pays d'Asie, du Moyen-Orient et d'Amérique latine. Ainsi, avec les sanctions, le commerce russe s'est massivement déporté, abandonnant l'Europe et les pays occidentaux, et les moyens de paiement utilisés ne sont plus en dollars. Soit ils se font en roubles ou dans la monnaie du pays à travers des accords de swap, soit ils se font en yuan. La Chine et le Brésil viennent également de décider que leurs échanges commerciaux se feraient progressivement dans leurs monnaies respectives et non plus en dollars. L'Arabie Saoudite a accepté de se faire payer en yuan une partie de ses exportations de pétrole vers la Chine. Une Arabie Saoudite qui va rejoindre l'Organisation de coopération de Shanghai, créée en 2001 sous l'égide de Pékin, et qui regroupe la Russie, l'Inde, le Pakistan et les anciennes républiques soviétiques de l'Asie centrale. Tous ces accords vont accroître le poids du yuan dans les réserves des banques centrales. Quant aux échanges commerciaux mondiaux, 10% seraient déjà libellés dans la monnaie chinoise. Parallèlement, la Chine réduit son exposition vis-à-vis du dollar. De 2002 à 2013, elle avait acheté massivement des bons du Trésor américain. Et avec 1300 milliards de dollars, elle était devenue le premier détenteur étranger de dettes américaines. Depuis 5 ans, elle réduit année après année son investissement et elle ne détient plus que 850 milliards de dollars. Et ce mouvement de désengagement devrait se poursuivre. Certes, le dollar reste la principale monnaie mondiale et pour encore de nombreuses années. Mais le mouvement de dédollarisation est amorcé et il ne s'arrêtera pas. Il va de pair avec la nouvelle géopolitique du XXIe siècle et la volonté d'une partie du monde de ne pas être pieds et poings liés vis-à-vis des États-Unis, et notamment à travers sa domination monétaire. Cela pose un redoutable défi à l'Europe, car les Chinois vont certainement proposer de libeller de petits échanges entre les deux espaces économiques dans leurs monnaies respectives, l'euro et le yuan. Et là, il va falloir choisir, car les Américains ne verraient pas cela d'un très bon œil.